Bonjour tout le monde et bienvenue à cette table ronde, chers collègues archivistes. Je voulais souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui s'intéressent et s'occupent des archives ou des archivistes ou bien en général des personnes qui s'occupent des archives et particulièrement des archives de sport. Et je voudrais remercier de votre présence au nom du CIA, vous remercier au nom de la section des archives du sport à travers sa présidente Finansola. Et sans tarder, je vais essayer de vous présenter les différents intervenants que je remercie au passage qui n'ont pas leçonné sur leur temps pour nous présenter quelque chose. Donc, d'abord, ce sera Chloé Moser et Cyprien Henry qui vont faire leur présentation. Donc, Cyprien, Cyprien est à la mission du ministère de l'Éducation nationale. Chloé est actuellement au niveau des missions comment on appelle, ministères sociaux. Donc, c'est eux qui vont commencer à faire la première intervention. Après, nous aurons Cécile Fabrice des Archives nationales. Après, nous aurons Brigitte Guénéo et Juliette Hachette du CIAF, donc, qui vont leur succéder. Et enfin, Julie Desbonnes et Claire Vidogon vont fermer la marche. Eux, ils sont aux archives départementales du Calvados. Donc, c'est Véronique et moi-même qui vont essayer de poser les questions aux intervenants. Et après, les gens pourront poser leurs questions sur l'onglet QR plus K, R, pour que les intervenants puissent les répondre. Donc, ce sera plus ou moins interactif après sur les 20 dernières minutes où les gens pourront envoyer leurs questions sur l'onglet QR que vous voyez en bas et après, ils vont essayer de répondre. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à Véronique, que je remercie au passage parce que s'il faut être honnête, c'est la maître d'œuvre même de cette manifestation. Elle a passé tout son temps depuis 2 mois à l'organiser et si on arrive aujourd'hui à cette étape importante, c'est grâce à elle et que ce soit remercié en votre nom au passage. Donc, Véronique, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais commencer à poser les questions à nos collègues Cyprien Henry et Chloé Moser. La première question, euh, quel est le rôle de la mission des archives du ministère de l'Éducation nationale, du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques dans la collecte des archives des Jeux olympiques et paralympiques? Quel est le périmètre de la collecte? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Véronique. Alors, c'est un peu complexe. Donc, c'est pour ça que je vais vous présenter, pour commencer, euh, un petit schéma pour vous montrer un peu comment s'organisent les Jeux olympiques et paralympiques euh, en France donc, pour Paris 2024. Et pour que vous essayiez d'y voir un peu plus clair, savoir quel est le rôle de chacun dans cette affaire. Hop, hein. Donc, en fait, les Jeux Olympiques s'organisent de la façon suivante. Vous avez ce qu'on appelle la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques, qui est vraiment l'organe d'État qui coordonne l'action de l'État français dans l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, et qui donc a un rôle de coordination vers les opérateurs, qui sont vraiment, eux, chargés de l'organisation effective des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc évidemment au premier rang desquels le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, hein, le COJO. Il est bien chargé de l'organisation des Jeux paralympiques, mais c'est vrai qu'on dit toujours par abus de langage le COJO et pas le COJOP, hein. Et la particularité de l'organisation des Jeux de Paris 2024, c'est que l'organisation repose sur deux opérateurs, donc le COJO dont j'ai parlé, et la Solideo, qui est la société de livraison des ouvrages olympiques, c'est-à-dire c'est l'opérateur qui est en charge de la construction des stades et des infrastructures liées à l'organisation des Jeux olympiques et à l'aménagement urbain, qui est aussi lié donc à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, ces deux organismes, le COJO et la Solideo, sont donc à la fois coordonnés par la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques et par le CIO. Ce qui va d'ailleurs poser un certain nombre de questions sur le périmètre de la collecte, précisément.
Il y a évidemment dans l'affaire le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques français, qui donc lui-même dépend du gouvernement et de la Première ministre, qui lui-même a un rôle de coordination envers le COJO et la Solidéo. Et enfin, la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques coordonne un réseau de délégués ministériels aux Jeux Olympiques et Paralympiques dans l'ensemble des départements ministériels qui sont concernés par l'organisation. Parce qu'évidemment, quand on organise un événement de cette ampleur-là, vous avez des questions de sécurité, d'infrastructure, etc., qui regardent beaucoup de périmètres ministériels. Et donc, le périmètre de la collecte, c'est un peu tout ça. C'est évidemment le cœur de la collecte, ce sera les archives du COJO et de la Solidéo, mais ce sera aussi la collecte des archives de la DIJOP, la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques, et des délégués ministériels aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, c'est vraiment assez large. Et du coup, pour répondre à la question sur le rôle de la mission, en fait, c'est des missions, parce qu'on est plusieurs missions à être concernées par par ce rôle-là. Donc, il y a donc moi-même qui suis, alors Doudou l'a dit, je suis le chef de la mission des archives du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi du ministère des Sports et des Jeux paralympiques. Donc, à ce titre-là, évidemment, je vais m'occuper des archives de l'administration centrale du ministère des Sports, mais j'assure aussi une tutelle sur les archives des deux opérateurs, COJO et Solidéo. Mais il y a aussi Chloé à qui je vais donner la parole qui va expliquer quel est son rôle. Et je voudrais citer pour mémoire, elle ne participe pas aujourd'hui, mais il y aura aussi la chef de la mission des archives du Premier ministre qui va s'occuper des archives de la DIJOP. Et donc Chloé, je te laisse la parole pour expliquer à toi quel est ton rôle dans l'affaire. Ok, bonjour tout le monde et merci beaucoup. Tu as départagé, c'est bon, je vais pouvoir partager l'écran. Hop. Du coup, ce qu'on voulait vous présenter avec Cyprien, c'était la façon dont on s'est préoccupé du sujet et comment on s'est réparti le travail au niveau du COJO principalement et de la Solidéo. Comme le ministère des Sports était rattaché donc aux ministères sociaux jusqu'en 2021, les premiers travaux avec le COJO ont commencé avec la mission auprès des ministères sociaux que je représente. Et au moment du transfert de ministère, Cyprien a accepté qu'on continue, puisqu'il y avait déjà un projet qui était engagé avec eux, mais on continue ensemble. Et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail en vous présentant les interlocuteurs avec qui on travaille sur ce sujet au sein du comité d'organisation. Donc il faut savoir qu'il y a une direction de la planification et de la coordination qui a pour mission la gestion des connaissances, donc une mission de knowledge management. Ils ont pour vocation de collecter les documents obligatoires pour le CIO et l'ICP, donc l'organisme international pour les Jeux paralympiques, qui sont réutilisés pour toutes les éditions des Jeux olympiques et paralympiques. Donc, il y a un certain nombre de documents qui sont demandés par le CIO et l'ICP, qui sont rassemblés par la direction de la planification et de la coordination et mis à disposition ensuite des autres comités d'organisation. Donc, on s'est appuyé sur cette direction et notamment la mission IKL, qui a la mission Knowledge Management, pour travailler sur la question des archives en anticipation, puisque eux, ils ont une partie gestion des connaissances et que c'est vraiment leur rôle de travailler sur les documents. On s'est aussi appuyé sur un autre aspect de la préparation des Jeux, c'est que les équipes organisatrices des Jeux olympiques et paralympiques ont complètement en tête ces différentes phases du projet des Jeux. Il y a une phase de stratégie de planification, de préparation, il y a la phase des Jeux, mais tout le monde a en tête tout de suite la phase d'héritage. Et en fait, parler d'archives quand ils ont eux-mêmes la valeur de l'héritage dans leur ADN, c'est beaucoup plus simple, ce qui nous a permis de pouvoir anticiper les travaux avec le comité d'organisation assez tôt pour pouvoir travailler ensemble et réfléchir à comment constituer les archives historiques de cet événement. Un petit aspect particulier pour le Paris 2024, à notre connaissance en tout cas, ça a été la première fois qu'on a considéré les archives des Jeux olympiques et paralympiques comme des archives publiques. Pour des éditions précédentes, en tout cas en France, les archives ont été plutôt collectées comme des archives privées.
Pourquoi on a eu cette vision-là? C'est parce qu'il y a eu une reconnaissance du comité d'organisation des Jeux Olympiques comme un organisme privé chargé d'une mission de service public. Et donc, à ce titre-là, pour nous, il n'y avait aucun doute sur le caractère public des archives au titre de la loi française. Donc, c'est un petit peu la particularité de la collecte, du périmètre de la collecte pour Paris 2024, c'est cette multiplicité des acteurs et puis une notion d'archives publiques, en tout cas pour la France, qui est la première fois par rapport aux éditions qu'on a pu connaître sur les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver ou d'été. Cyprien, tu veux compléter sur le périmètre de la collecte pour la Solidéo? Pas grand-chose à rajouter sur ce point-là, si ce n'est que la Solidéo est aussi... Alors, le COJO est un statut d'association, alors que la Solidéo a un statut d'EPIC, c'est-à-dire d'établissement public à caractère industriel et commercial. Et donc, la question s'est posée exactement de la même façon, de savoir s'il fallait reconnaître les archives comme publiques ou privées, mais comme il y avait une mission de service public, elles ont été, on les fait reconnaître comme publiques, et donc elles sont collectées et versées aux archives nationales comme archives publiques. Voilà, donc c'est un petit peu la particularité du périmètre. Et juste un dernier élément sur ce point, faut savoir que nous, les premiers contacts remontent à ce qu'on appelle le groupement d'intérêt public qui portait la candidature des Jeux Paris 2024. Donc, ils nous avaient contactés au moment de la liquidation pour réaliser des premiers versements de documents. Et c'est à ce moment-là, donc on était en 2018, hein, c'est quand même assez ancien, qu'on a commencé à travailler avec eux et qu'on a posé les premiers jalons pour le travail d'archivage qui allait avoir lieu sur les archives de Paris 2024. Donc on est sur un périmètre de collecte un petit peu atypique par rapport aux éditions précédentes et assez intéressant parce qu'on s'appuie sur des valeurs qui sont très importantes pour eux et qui font qu'on n'a pas à convaincre de la nécessité de réfléchir archives historiques assez tôt. Merci. Une deuxième question sur quelles sont les relations entre les COJO des Jeux olympiques antérieurs, entre les comités d'organisation des Jeux olympiques antérieurs, et puis voilà le COJO 2024 et votre travail sur les archives. Alors, c'est une question qu'on s'est posée, mais on n'a pas forcément réalisé une interview exhaustive de tous les collègues des pays organisateurs de Jeux olympiques et paralympiques. Mais en tout cas, pour les premières informations qu'on a pu avoir et les informations qui nous sont remontées, a priori, la question de l'archivage ne se posait pas forcément avant les Jeux. La plupart du temps, c'était pas anticipé, c'était produit dans l'organisation prévue avec le CIO et l'ICP. Et ensuite, les archives étaient traitées après la fin des Jeux, avec le lien très important avec le CIO, hein, qui gère les documents au titre de la gestion des connaissances et qui a aussi une mission sur les archives historiques, puisqu'il y a un service des archives historiques à Lausanne, au CIO. Donc, à notre connaissance, qui n'est pas exhaustive, mais si vous êtes collègue dans des pays organisateurs et que vous avez d'autres expériences, n'hésitez pas à nous le dire, c'est l'occasion. A priori, c'était une question qui n'était pas forcément anticipée et qui a été traitée après l'organisation. Nous, ce qu'on peut comparer, c'est avec les archives départementales pour les 2 éditions des Jeux olympiques d'hiver qui ont eu lieu pour Grenoble et pour Albertville. Où là, ça a été plutôt une collecte réalisée par les archives départementales, mais comme je le disais tout à l'heure, plutôt au titre d'archives privées qu'au titre d'archives publiques, comme on a pu le mener enfin en tout cas, comme on le réfléchit sur Paris 2024. Voilà pour les éditions précédentes, pour ce qu'on a pu collecter comme information. Entendu, merci. Dernière question. Comment vont s'organiser la collecte et le versement des archives des Jeux olympiques et paralympiques et des archives du COJO? Comment va s'organiser aussi la collecte des archives numériques?
Alors oui, c'est une particularité. Cyprien, je te laisserai compléter, hein, si tu veux, tu me fais signe. La particularité pour Paris 2024, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on était sur une production exclusivement électronique. Sur la candidature, on avait eu quelques versements papier, mais à partir de l'organisation des jeux, on est vraiment sur une collecte complètement électronique. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place un cadre d'intervention dans le cadre d'un Archive Agreement. C'est un document officiel et obligatoire qui est demandé par le CIO pour gérer la question des archives. Et puis ensuite, on a travaillé de manière assez classique en mettant en place une politique d'archivage sur l'organisation des archives au sein du COJO. Et on a eu une façon d'envisager les choses qui peut être un peu atypique, c'est qu'on a réfléchi assez rapidement à déterminer les documents qui allaient être importants à conserver à titre historique et à verser donc aux archives nationales. On a réalisé un travail depuis 2021 avec toutes les équipes du COJO pour établir ce qu'on appelle des listes de documents à verser ou des listes patrimoniales selon leur vocabulaire. Ce qui nous permet de bien identifier au cours d'entretien avec les services les documents qui sont produits, lesquels seront intéressants à conserver et d'anticiper la liste des documents qu'on va vouloir verser, qui vont être déposés en plusieurs dépôts au sein des SharePoint du COJO, puisque le COJO utilise SharePoint pour l'organisation de ces documents. Et ensuite, il y aura une préparation de paquets de documents enrichis de toutes les métadonnées qu'on aura inscrites dans cette liste de documents, avec l'utilisation d'Archifiltre, donc un outil qu'on développe nous au ministère sociaux, pour réaliser des paquets complets comportant les documents et la description de ces documents aux archives nationales. Donc voilà l'organisation qu'on a eue en s'appuyant beaucoup sur la liste des documents qui sont obligatoirement produits pour la gestion des connaissances. Donc on part d'une liste qui existe pour la gestion des connaissances et on l'enrichit en rajoutant les documents qui nous paraissent importants à conserver à titre historique pour ne pas les louper, pour ne pas les perdre au moment de la fin des jeux. Et il y aura 2 phases de dépôt, une première avant les jeux et une deuxième après les jeux, qui est vraiment intégrée dans la gestion de projet des Jeux de Paris 2024. Et alors, pour compléter sur la Solideo, ça sera à la fois sera plus simple et plus artisanal. C'est une structure qui est beaucoup plus petite, mais qui pose des questions aussi plus compliquées, notamment parce que dans les archives électroniques produites par la Solideo, il y a beaucoup de plans d'architectes qui sont produits dans des logiciels avec des formats métiers très compliqués à conserver, notamment les représentations 3D de tous les bâtiments qui sont construits pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, on a pu mener une réflexion qui n'est pas achevée encore, mais on est en train de mener une réflexion en amont, justement, avec la Solideo pour savoir quel extrait de ces bases-là on va faire pour avoir des formats qui soient pérennisables avant leur versement aux archives nationales. Et alors, le travail qu'on a mené est un petit peu le même que celui qui est fait pour le COJO, sauf que il n'y a pas au sein de la Solideo une cellule de gestion de la connaissance comme il peut y avoir au COJO, donc pas de ressources internes qui est vraiment dédiée à ça. Donc, c'est à la fois plus compliqué d'avoir des contacts avec l'ensemble des acteurs. Et puis, il n'y a pas non plus cette liste de documents à transmettre au CIO et à établir pour le transfert de la connaissance. Donc, on part de rien pour la Solideo, en fait. C'est un peu ça qui est difficile. Donc, on fait un travail qui est à la fois plus traditionnel, du coup, d'archiviste, c'est-à-dire on essaie de rencontrer l'ensemble des services et d'établir une sorte de tableau de gestion de ce qui est produit dans les différentes composantes de la Solideo. Et on essaie d'évaluer au fur et à mesure ce qui a valeur historique, ce qui devra être versé au moment de la dissolution de la Solideo. Et ce qui pourrait être détruit. Sachant que la particularité pour un archiviste dans ces deux cas, c'est qu'effectivement, ce sont deux entités qui ont une durée de vie limitée. On sait déjà à quelle date elles vont disparaître, et donc on sait que la difficulté, c'est qu'il faut qu'on soit prêt le moment où les entités seront dissoutes pour qu'on puisse récupérer les archives. Et concrètement, il y aura plusieurs versements aussi à la Solideo. Alors, la Solideo rentrera en phase héritage avant le COJO, c'est normal, puisque la livraison des ouvrages olympiques sera faite avant l'ouverture des Jeux, donc c'est en juin 2024 qu'il devrait y avoir un premier versement des archives qui sont aussi essentiellement électroniques. Alors ça va se passer de façon à mon avis, très artisanale. On va venir avec des disques durs, et on va faire des copies de leur serveur, hein, ça sera pas aussi simple que ça.
Et on refera sans doute un passage en 2025 à l'issue de la phase héritage de la Solideo, dont le statut juridique va encore évoluer derrière, mais c'est encore en cours de discussion avec les différents acteurs à ce stade. Voilà. Et un point qui est intéressant à souligner avec ce caractère numérique quasi exclusif sur les documents, c'est que du coup, l'avantage, c'est que ça permet plus facilement de faire des doubles. Donc, c'est un risque pour l'archiviste, mais c'est un avantage quand on est plusieurs institutions, parce que, comme vous l'avez bien compris, pour le COJO, il y a un enjeu de transmission des documents au CIO, et d'ailleurs le CIO a aussi une mission de conservation, donc à ce titre ils ont besoin de recevoir les documents. Nous, au titre des archives françaises publiques, on va aussi collecter des documents, et comme tout est électronique, de toute façon il y aura une copie complète qui sera réalisée par le liquidateur judiciaire de la structure du COJO, qui va permettre de garder la trace de tous les documents pour répondre aux enjeux juridiques, financiers qui vont pouvoir se poser sur les documents. Donc en fait, on a moins réfléchi à l'archivage intermédiaire finalement, alors qu'on est dans une phase complètement de production des documents. On a eu moins besoin de réfléchir à cette question qu'à la question de l'archivage historique, et de bien déterminer les typologies de documents, les informations qu'on souhaitait conserver sur le long terme et verser aux archives nationales. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup, Cyprien. Tous ces éléments, je vais passer la parole à vous pour les questions suivantes à Cécile Fabry. Merci, Véro. Donc, on passe la parole à Cécile Fabrice des Archives nationales. Comme il l'a dit tout à l'heure, Cyprien, il y a aussi les Archives nationales. Et la question qu'on va lui poser est de savoir comment s'organisera le versement des archives des JO 2024 aux Archives nationales et comment elles seront traitées. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, pour répondre à cette question, c'est évidemment la suite de ce qu'ont présenté Chloé et Cyprien. Peut-être repréciser le contexte particulier français en la matière, qui est que les archives nationales n'opèrent pas elles-mêmes la collecte, dans la plupart des cas, des archives produites par les départements ministériels, et que ce sont bien les missions, c'est-à-dire les services d'archives situés au sein des ministères qui assurent cette collecte, qui assurent le traitement et qui ensuite transmettent aux archives nationales. Et donc, le travail qui a été présenté par Cyprien et Chloé, qui est ce travail de première ligne, d'une certaine façon, sur les archives du comité d'organisation et de la Solideo, se traduira de façon assez classique, comme pour les autres archives produites par des opérateurs de l'État ou par les départements ministériels, par des versements qui interviendront aux archives nationales dans un second temps. Donc c'est l'élément qui est à retenir pour la mise à disposition des archives, c'est que la mise à disposition interviendra quand les versements auront été transmis aux archives nationales, c'est-à-dire dans un second temps, par rapport au travail initial de versement des opérateurs auprès des missions. Et quand ces archives seront aux archives nationales, elles seront traitées comme les autres, avec le principe de respect des fonds. On l'a dit, les archives sont reconnues comme étant des archives publiques, puisque ce sont des organismes de droit privé exerçant une mission de service public, mais avec, à ce titre-là aussi, une partie de leur production qui relève du domaine privé. Pour autant, en vertu du principe de respect des fonds, évidemment, les archives resteront ensemble et seront traitées de façon uniforme et mises à disposition de façon uniforme. Là encore, sur la mise à disposition, bien entendu, la réglementation en vigueur s'appliquera avec, notamment pour une partie des fonds, a priori, un délai de 25 ans de communicabilité lié au secret des affaires. Excuse-moi, excuse-moi, on ne voit pas ton écran. On ne voit pas ton écran. Alors, de toute façon, sur le début, c'était pas très grave parce que c'était une diapo d'introduction. Mais comme moi-même, je ne vois pas ce que je projette, c'est pas très facile, je dois dire. Est-ce que là, vous voyez quelque chose ou pas du tout? Non. Alors, je vais arrêter et essayer de reprendre le partage. Hop. Hop. Est-ce que cette fois-ci, ça fonctionne? Non, malheureusement.
Je ne comprends pas pourquoi. J'ai un message sur l'écran me disant que le partage d'écran est en pause, mais je ne sais pas pourquoi il est en pause. Alors, c'est pas gênant pour cette partie-là de Ouais. l'intervention, mais pour après, je voulais vous montrer des documents, donc c'est un peu dommage si je peux pas vous les montrer. Je ne sais pas comment relancer cette affaire. Je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas. Alors, peut-être ça. Attendez, j'essaye autre chose. Non, toujours pas. Non. Bah écoutez, tant pis, on va continuer sans image. Déjà, finir de vous indiquer, oui, que dans les fonds qui vont être versés, comme vous le disiez, alors ce que je peux peut-être faire, pardon, c'est envoyer mon PowerPoint au support technique de l'ICA pour que le partage soit fait depuis un autre poste que le mien. Ce sera peut-être plus facile. Alors, pendant que je continue à vous parler, j'essaie de faire ça. Donc, l'enjeu d'archives essentiellement électroniques, Chloé et Cyprien l'ont dit, ça n'empêche évidemment pas l'entrée aux archives nationales, avec maintenant un système d'archivage électronique. L'enjeu sera évidemment ici de faire dialoguer les fonds électroniques et les fonds papier, puisque les deux resteront présents tous les deux. Et il y a d'ailleurs d'ores et déjà quelques fonds papier qui sont présents aux archives nationales, essentiellement sous la forme d'entretiens qu'a pu avoir le groupement d'intérêt public pour la candidature de Paris pour les Jeux de 2024, qui sont d'ores et déjà conservés aux archives nationales et pour lesquels des communications peuvent donc être demandées. Bon, la deuxième question que j'allais poser, comme vous avez dit que vous avez déjà des documents qui ont été versés, est de savoir quels sont les fonds d'archives des jeux antérieurs qui conservés aux archives nationales. Alors, de façon un peu provocatrice, je commencerai par répondre à la question du quels sont les fonds qui ne sont pas aux archives nationales. Parce qu'il y a finalement assez peu de choses, en tout cas, il n'y a pas les fonds d'organisation des éditions précédentes des Jeux Olympiques qui ont eu lieu en France. Alors, pour des raisons institutionnelles ou pour des raisons de statut des archives, pour la toute première édition, 1900, il y a des choses, mais c'est de façon un peu paradoxale, puisque les Jeux de 1900 ne sont pas, entre guillemets, de vrais Jeux olympiques. Ce sont les concours sportifs de l'exposition universelle de Paris 1900 qui tiennent lieu de seconde Olympiade. Pour des raisons un peu complexes de relation entre le baron Pierre de Coubertin et le commissaire général de l'exposition universelle de 1900, c'est finalement plutôt le commissaire Picard de l'exposition de 1900 qui a emporté la décision de l'instance organisatrice du sport athlétique en France à ce moment-là. Et donc, c'est dans les fonds de l'exposition universelle de Paris 1900 que l'on peut trouver des éléments sur l'organisation des concours sportifs et athlétiques qui ont tenu lieu de seconde Olympiade. Et ces fonds sont bien aux archives nationales. En revanche, pour les éditions suivantes, Paris 1924 et Chamonix 1924, on n'a quasiment rien. Et Paris 1924, notamment, il n'y a quasiment rien aux archives nationales. Pour les deux éditions suivantes, Grenoble en 1968 et Albertville-Tignes en 1992, comme le rappelait Chloé tout à l'heure, les archives de l'organisation de ces éditions des Jeux ont été collectées au niveau local par les archives départementales de la Savoie et les archives départementales de l'Isère, avec le fait que aux archives départementales de l'Isère pour Grenoble 1968, le fonds constitué de 3 versements est traité et est consultable assez facilement. En revanche, pour Albertville 1992, c'est plus compliqué, parce que là, ce sont 300 mètres linéaires qui ont été collectés effectivement sous statut privé, avec un préclassement assez complexe et pour lequel un retraitement assez important est nécessaire et n'a pas encore pu être mené à bien. Ça, c'est donc pour ce qu'on n'a pas. Mais en revanche, on a aux archives nationales des archives assez nombreuses consacrées aux Jeux Olympiques, bien entendu. Ce ne sont pas donc les archives d'organisation, mais ce sont les archives qui entourent l'existence d'un événement d'une telle ampleur sur le territoire français,
On a bien entendu les dossiers d'accompagnement des candidatures françaises, qu'elles aient été victorieuses ou pas, au demeurant. Donc, il y a une histoire à écrire des candidatures malheureuses pour organiser des Jeux olympiques. Également les dossiers liés à la préparation et au suivi des Jeux, bien entendu, puisque c'est, comme le rappelait également Chloé et Cyprien, cela engage énormément de départements ministériels, que ce soit le ministère de la Santé pour organiser les plans de secours, que ce soit le ministère de l'Intérieur pour organiser la sécurité d'un événement pareil, que ce soit le ministère de la Culture pour organiser également tout ce qui est olympiade culturelle liée à l'événement. On va trouver énormément de dossiers d'accompagnement également dans les fonds présidentiels, bien entendu, puisqu'il y a une implication au plus haut niveau de l'État, aussi bien pour la préparation, l'organisation des Jeux, que pour ensuite les résultats, les rencontres avec les champions, la célébration des victoires quand elles ont lieu, bien entendu. Et puis, il y a aussi tout le volet proprement sportif avec la préparation olympique. Et là, ce sont des fonds qui sont dans le ministère des Sports, avec tout le suivi des athlètes de haut niveau et l'organisation des délégations elles-mêmes. On a également des archives assez nombreuses sur les autres Jeux, puisque les Jeux olympiques ne sont pas les seuls Jeux internationaux dans lesquels la France peut être amenée à participer. Et on a des fonds assez importants sur les Jeux européens, les Jeux méditerranéens, les Jeux panafricains, panarabes, panaméricains, asiatiques, etc., ou encore les Jeux universitaires mondiaux. Et donc, des consultations assez intéressantes possibles sur tous ces ensembles. Et pour se placer dans ce moment Jeux olympiques, il y a bien entendu des traitements en cours, et notamment un état des sources des fonds de l'olympisme aux Archives nationales en cours de constitution. On a utilisé le prétexte des Jeux, mais l'important, c'était la valorisation des archives du sport. Et quels sont vos projets au niveau des archives nationales dans le cadre de cette valorisation des archives de sport? Effectivement, c'est un moment d'effervescence autour de la valorisation des fonds sport. Alors, des fonds olympiques eux-mêmes, dans un premier temps, avec un projet d'exposition sur le territoire de Plaine Commune, puisque les Archives nationales, par leur site de Pierrefitte-sur-Seine, se trouvent au cœur du territoire de Plaine Commune, qui est l'un des territoires olympiques particulièrement importants, avec le village olympique et paralympique, 2 sites de compétition, des sites d'entraînement, des sites de célébration sur ce territoire. Et il y a donc un projet d'exposition au printemps 2024 et jusqu'au moment des Jeux pour mettre en valeur les documents, alors pas uniquement les documents des Archives nationales, puisque comme je l'ai dit sur les éditions précédentes, nous avons de très belles choses, mais nous n'avons pas tout. Et donc c'est aussi pour nous l'occasion de travailler en réseau avec les services patrimoniaux français de façon à collectivement mettre en valeur des documents très visuels, puisqu'on vise un public, un très grand public, un public international, avec des légendes qui seront en français, en anglais, en espagnol, mais l'idée est que cette exposition de 3 documents pour chacune des éditions des Jeux olympiques ayant eu lieu en France soit des documents qui parlent d'eux-mêmes, qui soient extrêmement visuels. Et cela fera écho aussi au fait que le site des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine se trouve sur le parcours de la flamme et que la flamme olympique passera par le site à la veille de l'ouverture des Jeux. Donc ça, c'est une première action avec des actions de médiation, une action de recherche aussi autour de la relation du public à cette exposition dans l'espace public, avec un contexte aussi un peu particulier qu'il est intéressant de souligner, qui est le contexte de la protection de la marque olympique. Puisque ça, c'est aussi un message à faire passer à tous les collègues qui sont susceptibles de faire des projets de valorisation autour des documents olympiques, c'est que le Comité international olympique a une approche protectrice de la marque olympique et que par conséquent, tout projet de valorisation, y compris à but non commercial, y compris pour des documents patrimoniaux anciens, doit être soumis au comité organisateur Paris 2024 de façon à recevoir une approbation. Mais ce projet d'exposition n'est que l'un des aspects, effectivement, comme vous le rappeliez, le moment olympique et paralympique, bien entendu, est pour nous aussi une occasion de mettre en valeur plus largement les fonds sport présents aux Archives nationales, avec une exposition consacrée précisément aux fonds sport dans les fonds des Archives nationales, avec toutes les dimensions que peut prendre cette thématique,
autour de sport et santé, sport et pouvoir, sport et culture, sport et société, et puis des focus faits sur les grands moments du sport en France, que ce soit l'année ou le moment, plus exactement 1936, que ce soit les Jeux olympiques précédents, que ce soit la Coupe du monde de football de 1998, qui a été un grand moment de sport en France également. Donc là, c'est une exposition qui aura lieu sur le site des Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, dont l'objectif est de montrer la variété des fonds et surtout de susciter des pistes de recherche dans ces fonds. Et cela se doublera donc d'un carnet de publications spécifiques sur le carnet de recherche hypothèse des Archives nationales, de façon à pouvoir diffuser des états des sources, des instruments de recherche, des analyses plus particulières de documents, etc. Et il y a par ailleurs ça c'est d'ores et déjà fait, une mise en ligne de photographies de propagande du Commissariat général à l'éducation générale et au sport de la période de la Seconde Guerre mondiale, un projet de numérisation qui a été mené en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Et ces documents sont d'ores et déjà à disposition. J'avais prévu de vous en montrer plein, mais mes problèmes d'écran rendent ça difficile. Je vous invite donc à aller les consulter sur le site internet des Archives nationales. Les images sont absolument magnifiques sur le sport dans les années 40. C'est dommage qu'on aurait dû se régaler de ces images, de ces photos, de ces documents. Vous avez anticipé sur la dernière question, hein, parce que j'allais vous demander comment ce travail en cours sur les archives, les Jeux olympiques fait évoluer le travail sur les autres archives de sport. Et vous avez pratiquement... Alors, pas vraiment, parce que je n'ai répondu que sur l'aspect valorisation. Valorisation, Alors qu'en ouais. fait, le moment particulier, le moment Jeux olympiques, paralympiques qu'on vit depuis déjà un nombre de mois assez important et pour encore une grosse année, nous amène aussi à intervenir sur les autres maillons de la chaîne archivistique en termes de collecte, avec un projet qui est mené en partenariat avec le service interministériel des Archives de France qui s'appelle Diri Biosport et dont l'objectif consiste à constituer des archives orales auprès de dirigeants des fédérations sportives et les entretiens oraux qui permettront de compléter la vision que donnent les archives papier ou électroniques traditionnelles du milieu sportif sont destinés à entrer aux archives nationales pour constituer une ressource supplémentaire pour la recherche. Également, en matière de collecte justement des archives du sport, au-delà de l'aspect strictement olympique, des démarches en lien avec la mission des archives auprès du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques, des actions en direction des fédérations sportives, domaines qui présentent un certain nombre de difficultés en termes de collecte, en particulier liées au caractère mixte public-privé de cette dimension et pour lequel il y a donc une mobilisation importante en cours actuellement qui s'est traduite par un colloque de 2 jours consacré aux archives des fédérations sportives qui s'est tenu la semaine dernière et dont on espère qu'il permette d'apporter des fruits en matière de collecte dans les mois et au-delà des mois, dans les années à venir. Également des actions en matière de traitement, je l'évoquais, sur les états des sources, mais également sur des interventions nécessaires sur un certain nombre d'instruments de recherche d'ores et déjà disponibles, mais dont les liens entre eux et dont les exploitations possibles peuvent faire l'objet d'actions nouvelles qui vont se mettre en place d'ici septembre 2024. Merci Fabrice, Cécile Fabrice, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Véronique pour continuer avec les autres intervenants. Merci Doudou. Pardon, on m'entendait pas. Pardon, là on m'entend, je pense. Donc, merci Doudou. Je vais poser donc des questions maintenant à nos collègues du service interministériel des Archives de France, Brigitte Digonneau et Juliette Hayette. Donc, à propos de la grande collecte des archives du sport qui est en cours, pourquoi une grande collecte des archives du sport a-t-elle été organisée? Alors, merci Véronique de nous avoir conviés à ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors,
Juste avant de répondre à la question, je voudrais juste replacer le service interministériel des Archives de France. Là encore, il y a une petite particularité française. Ce service se situe au niveau du ministère de la Culture et c'est le service qui coordonne et pilote le réseau des archives publiques en France, donc qui inclut aussi bien les services de rang national comme les archives nationales, mais aussi le réseau territorial, donc archives départementales, archives municipales et archives régionales. Donc le SIAF pour la grande collecte dont nous allons vous présenter donc les tenants et aboutissants, un rôle je dirais, d'initiateur et de coordinateur et un rôle d'impulser un mouvement. Et ensuite, les services d'archives sont voilà, tout à fait libres et de s'organiser et de participer. Alors, pourquoi cette grande collecte? Alors, c'est évidemment l'approche des Jeux olympiques et paralympiques qui a été l'élément déclencheur. Nous avions une très bonne expérience avec la grande collecte au 14-18, au moment du centenaire de la Grande Guerre. Cette grande collecte qui avait amené des fonds extrêmement intéressants dans les services d'archives, avec beaucoup de donateurs. Et puis, c'était un sujet qui touchait tous les Français. Et le sport est aussi un sujet qui touche de près ou de loin tous nos concitoyens. C'est un sujet populaire. Voilà, qu'on soit pratiquant, amateur ou athlète ou entraîneur ou supporter ou fabricant de vêtements de sport, on est tous voilà, plus ou moins touchés par le sujet. Et puis, c'est aussi un sujet qui touche à beaucoup de domaines. Car depuis la fin du 19e siècle, le sport a fait évoluer le rapport au corps, a fait évoluer les mentalités, les rapports sociaux, il s'inscrit dans les politiques publiques, il influe dans le domaine économique avec les équipementiers, les marques de sport, bien sûr dans le domaine de la santé, avec aussi, on peut inclure les problèmes de dopage, problèmes de société. Donc on pourrait dire en quelque sorte que c'est un fait social total. Donc, il nous a semblé vraiment intéressant de saisir la balle au bond, si je puis dire, de cet événement des Jeux olympiques pour lancer la grande collecte. Alors, par ailleurs, il y avait aussi un constat du côté des historiens du sport, qui sont une centaine en France. C'est, paraît-il, le groupe le plus important au niveau international de recherche en sport. Et ces historiens signalaient des angles morts de la recherche, comme des sujets comme sur l'émotion, le corps, les aspects économiques, mais aussi le sport féminin. Et ces historiens, on l'a vu dans les 2 jours de colloque sur les archives des fédérations sportives qui se sont déroulées la semaine dernière, et moi ça m'a frappé, on a vu que ces historiens du sport peinent à trouver des fonds. Et finalement, ne les trouvant pas dans les services publics d'archives, ou en tout cas pas suffisamment, ils vont chercher en dehors les sources. Donc dans les caves des clubs, directement chez les particuliers, ou avec des témoins qu'ils rencontrent et qu'ils interrogent. Donc on s'est dit le bon moment et un sujet qui méritait d'avoir pour lui sa grande collecte des archives du sport. Donc, ça a été lancé l'année dernière, en juin 2022, et la grande collecte se déroulera jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, il faut bien donner des dates, et la date limite de 31 décembre l'année prochaine, évidemment pas une limite incontournable et stricte, et les services publics d'archives seront évidemment toujours à disposition pour recevoir des fonds. Alors, quel est le principe? Chaque service est un service qui se porte, qui est volontaire pour rentrer dans cette grande collecte, avec des modalités donc, qui sont laissées à son appréciation. Alors, sur la durée, certains le font quelques jours, d'autres plusieurs mois, d'autres plusieurs années. Nos collègues de Calvados ont commencé depuis plus longtemps que ça, depuis avant 2022 ou en 2022, ils nous le préciseront. Certains ont, sur les typologies d'archives, cible des choses plus particulières. Par exemple, le Val-de-Marne, lui, c'est centré sur les archives audiovisuelles.
Certains visent un type de public, par exemple la Manche, qui s'oriente vers les clubs les plus anciens. Donc chacun a un petit peu sa politique. Certains visent un certain nombre de sports, par exemple les archives de Bordeaux Métropole ou les archives départementales du Gers se sont centrés sur le rugby avec la Coupe du Monde cette année, en 2023, ou les archives de Saint-Étienne qui ciblent, eux, le handisport. Donc, vous voyez que ces modalités peuvent être très variables et c'est vraiment en fonction du contexte local, des fonds aussi que les services possèdent et qu'ils veulent compléter, que les modalités se déterminent par service. Alors, la grande collecte est labellisée Olympia culturelle. Donc ça, c'est un label qui était donné par le COJO. Pour, je dirais, mettre en valeur l'articulation entre sport et culture. C'est un label qui existe depuis plusieurs années, qui n'est pas spécifique aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et qui permet donc de valoriser cet aspect culturel des Jeux qui existait du temps de Pierre de Coubertin. Il y avait une partie des Jeux Olympiques qui avait leur partie culturelle. La grande collecte donc a un comité de pilotage qui se réunit régulièrement, que nous avons voulu pluridisciplinaire et interinstitutionnel pour permettre d'avoir une vision plus large de ce qui se fait aussi dans le domaine de la culture pour le sport, et puis d'avoir des conseils, des idées et aussi je dirais une caisse de résonance avec différentes institutions pour notre grande collecte. Par exemple, la Bibliothèque nationale de France fait partie du comité de pilotage, le Musée national du sport à Nice, le Comité national olympique et sportif français, et puis au niveau pluridisciplinaire, nous avons des historiens, une sociologue, et également 2 ambassadeurs pour avoir donc aussi une aura et une diffusion un petit peu plus large de notre opération. Alors, quels sont voilà le rôle du SIAP. Diapositive suivante. Donc on a également, autour de la grande collecte, mis au point 2 programmes de recherche. Parce que, justement, pour la grande collecte 14-18, on n'avait pas associé des programmes de recherche et on a trouvé que c'était vraiment important de les associer. Donc, on travaille avec le CNRS, avec le Centre national de la recherche scientifique. Et on a 2 programmes. Le premier programme qui s'appelle Archisport, qui est un programme de sociologie de la grande collecte et qui vise à nous montrer quelles sont les personnes qui participent, qui vont participer ou qui ont participé à la grande collecte. Est-ce que c'est des personnes privées, physiques? Est-ce que c'est des personnes morales? Quel est leur rapport au sport, pourquoi ils donnent, pour nous permettre de faire un peu un récit du récit et documenter cette grande collecte. Et puis, Cécile Fabrice vous a parlé de du deuxième programme, qui est un programme d'interview de présidents de fédérations sportives, et ces interviews seront donc archivées aux archives nationales. Voilà pour la partie, je dirais, scientifique. Et puis, évidemment, on a de nombreux partenariats avec des institutions extérieures. Je voudrais juste parler du projet que nous venons de lancer avec l'Éducation nationale et qui est un appel à projet pour permettre aussi aux scolaires de participer à cette grande collecte. Parce que les services d'archives travaillent beaucoup avec les scolaires, c'est quelque chose qui est inscrit dans leur ADN, et on a voulu donc que les scolaires ne soient pas en dehors de la programmation. Et donc cet appel à projet leur propose de faire
fait leur petite enquête autour d'eux, dans leur entourage, pour récolter des archives, récolter peut-être des témoignages, et puis à partir de ces documents, proposer un projet en classe. Et à l'issue de ce projet, revenir, s'ils le souhaitent, vers un service d'archives pour leur proposer les documents qu'ils auront collectés et puis le projet qu'ils auront réalisé. Voilà. Merci. Deuxième question à nos collègues du SIAF. Quelles sont les actions des services d'archives français sur les archives du sport et sur les archives des Jeux Olympiques? Oui, donc, oui, donc pour les actions menées par les services d'archives, donc rapidement ici, donc le dépliant de la grande collecte qui est distribué, en tout cas national, et que les services d'archives peuvent reprendre ou non pour faire leur communication. Mais donc pour aller directement au sujet, donc en ce qui concerne la grande collecte des archives du sport, celle-ci s'étend à l'exception de la Corse sur tout le territoire. Donc on retrouve des actions dans toutes les régions, mais également aussi en Outre-mer et également au niveau des trois types d'archives. Donc, les archives nationales avec les trois archives nationales, donc Archives du monde du travail, Archives de l'Outre-mer et donc Archives nationales qui y participent à partir donc de collecte, 65 archives départementales et 80 archives municipales. Donc, comme montré sur le graphique, la majorité des départements sont engagés donc dans la grande collecte, soit à travers archives départementales, soit à travers archives municipales, soit à travers les trois. Et au niveau donc de la collecte, donc ici voici quelques affiches faites par les différents services d'archives pour, euh, pour collecter auprès du grand public ou au travers des associations. Donc, en ce qui concerne les archives liées aux Jeux olympiques, je ne vais pas revenir sur le sujet qu'ont longuement abordé Cyprien et Chloé sur ces questions-là. En ce qui concerne plus les particuliers, il arrive de temps en temps que des services collectent des documents issus de champions sportifs des Jeux olympiques, mais ça ne représente pas la majorité des fonds collectés. Le micro. Pardon. Quelles ont été les collectes d'archives du sport qui ont été réalisées par les services publics d'archives là, depuis le début de la grande collecte? Oui. Ah oui, pardon, j'ai oublié de parler notamment des points de valorisation. Je reviens juste l'autre demande. Pardon. En fait, donc en ce qui concerne les actions de valorisation faites pour la grande collecte, cela peut être varié. Donc, comme mentionné plus haut, il y a donc ces deux types de points. Donc, il y a soit les archives s'occupent de faire de la collecte pure, soit ils font ou ils en font également de la valorisation. Donc, cette valorisation peut prendre différentes formes. Ça peut être à la fois donc le plus facile des expositions, mais également aussi des conférences, des projections, et alors des éléments un peu plus inédits, comme par exemple les archives départementales des Yvelines qui ont réalisé une application numérique où plusieurs épreuves liées au sport ont été créées. Donc en ce qui concerne les archives qui ont déjà été collectées, donc on va vous présenter trois actions qui ont eu lieu. Donc la première concerne a eu lieu en juin avec la signature du dépôt des archives du Racing Club de France aux archives départementales des Hauts-de-Seine, donc qui représente un fonds d'à peu près 20 mètres linéaires allant de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Donc, le service d'archives a
de fait commencé à réaliser une valorisation sur ce fonds. Donc, ils ont déjà publié un inventaire d'archives, en tout cas ce qui concerne les documents écrits. Tout ce qui concerne les documents iconographiques, l'inventaire va arriver très prochainement. Et alors ensuite, ils ont aussi organisé donc un cycle de conférences avec notamment une conférence qui aura lieu donc la semaine prochaine donc aux archives départementales à propos donc de l'histoire du sport vu par les archives du Racing Club de France fait par l'historien du sport Julien Sorez. Donc sur les différentes images que vous pouvez voir, donc les deux images correspondent donc à la signature. Et alors, quelques documents que l'on peut trouver qui sont assez variés, donc de l'iconographie, des documents écrits, des revues, notamment aussi sur la thématique du sport féminin. Un autre exemple de collecte qu'il y a eu lieu, donc c'était pour le lancement officiel de la grande collecte des archives du sport le 23 juin 2023, donc aux archives départementales d'Indre-et-Loire. Donc les archives d'Indre-et-Loire ont commencé leur collecte assez tôt, en 2022, et ont déjà récolté de nombreux fonds très intéressants. Donc, par exemple, là, donc la signature qui a eu lieu lors de cette journée concerne les archives du club de natation, de l'ancien club de natation synchronisé de la sportive Muriel Hermine. Donc, mais ils ont également aussi récolté des fonds, notamment donc, lorsque ce qui concerne l'image donc des basketteuses là en bas au milieu, ça provient d'un fonds numérique pour le coup, donc aucun document physique d'un fonds d'un journaliste qui a une passion de photographie sportive, donc le fonds David Savary. Ils ont également aussi récupéré un fonds de l'ASPO Tour, donc un club de basket dont on peut voir notamment dans ce fonds les premiers basketteurs américains noirs qui viennent de la région, donc après la Seconde Guerre mondiale, et également aussi d'autres fonds plus sur d'autres thèmes. Bon, là, je n'ai pas de photos, mais ils ont également aussi récupéré le fonds du cercle nautique de Touraine. Ils y tiennent beaucoup sur le fait qu'effectivement, on peut trouver des activités nautiques de fait par la Loire. Et ensuite, un dernier fonds d'archives que l'on peut également citer. Donc, ce sont les archives départementales du Loiret qui ont récupéré le fonds d'un club de rugby, donc de l'US Pithiviers, où notamment de ce fait de cette collecte a eu lieu donc une conférence et dont le donateur intervient fréquemment pour parler de ces éléments de collecte qui est assez intéressant puisqu'il nous permet d'avoir toute l'explication de ce don et notamment nous permet également de savoir quelles sont les bonnes méthodes pour attirer le plus de monde, à encourager le plus de monde à faire de la collecte. Donc ici, pour le coup, l'exemple, c'était plutôt le fait que l'entraîneur, donc le Brice Gérard, qui est donc l'initiateur du don, soit familier du monde des archives, qui a permis ce don, mais la majeure partie aussi parfois provient du bouche à oreille ou du démarchage des services d'archives. Donc, on a également aussi d'autres services d'archives ont également récupéré des fonds sur le handisport, sur l'athlétisme. Je laisserai le Calvados se présenter les fonds très intéressants qu'ils ont collectés. Mais donc, pour actuellement, donc, la grande collecte n'a pas récupéré, a récupéré des fonds. Ils sont davantage qualitatifs que quantitatifs, mais permettent déjà de pouvoir compléter certains fonds et d'éclairer certains pans de l'histoire du sport en France. Merci beaucoup, Brigitte et Juliette. Je vais passer la parole à Doudou pour les questions suivantes à nos collègues des archives départementales du Calvados, Julie Desmondes et Claire Vidogon. Merci Véronique. Déjà,
C'est bon. On a parlé du Calvados, du travail important qu'ils sont en train de faire. Et justement, je voulais savoir comment le département du Calvados prépare les Jeux olympiques. Et peut-être on va enchaîner sur une autre question parce que le temps nous est un peu compté. Quelles sont les actions des archives départementales du Calvados sur le sport? Bonjour à tous. Donc, j'espère que vous voyez l'écran et que vous nous entendez. Oui. Moi, je suis Julie Deslondes, je suis la directrice des archives du Calvados et Claire-Vie, qui répondra surtout à vos questions, est en charge des archives privées et donc plus particulièrement de la grande collecte. Donc, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a expliqué Brigitte sur la mise en œuvre de la grande collecte dans les départements français. Pour le Calvados, j'espère que pour le Calvados, donc le Calvados, pour ceux qui ne connaissent pas exactement, est un département de l'ouest de la France qui sera aussi sous les feux des projecteurs du fait des commémorations du 80e anniversaire du débarquement, à peu près dans les mêmes périodes en juin 2024. Donc le Calvados est très mobilisé sur ces deux sujets. Il est labellisé Terre de Jeux 2024 et la flamme olympique passera dans le Calvados. Juste avant justement les commémorations du 6 juin 2024 et sur les plages du débarquement. Donc il y a l'idée d'associer ces deux événements pour le département, les JO et les commémorations de la libération de la France et du D-Day. Donc, je ne reviendrai pas sur l'intérêt de cette collecte qui est tous évidente pour nous tous. C'est l'occasion unique donc, de collecter des choses différentes que l'on ne collecte pas habituellement et donc d'être dans une collecte proactive et non subie en allant chercher des sources peu présentes dans nos fonds. Et donc, nous, envisageant et sachant qu'on allait être très pris aussi par les commémorations du débarquement de 1944, effectivement, on a commencé cette collecte un peu en avance, très tôt, dès 2022, dès 2021, merci Claire-Vie. Donc, dès 2021, on a commencé une collecte avec une exposition. Donc, on avait une exposition et une brochure gratuite sur le thème du sport dans le Calvados et on a commencé cette collecte en avance de phase en amont, ce qui nous a permis du coup de classer les fonds et de les valoriser et de les utiliser dès maintenant, puisque les fonds sont déjà tous traités, accessibles, mis en ligne. Et derrière, il y a toute une valorisation par des médiations grand public, des médiations scolaires, une contribution au colloque du sport, une contribution sur les microfolies, un axe aussi sur les droits des femmes, notamment, et l'accès des femmes au sport, notamment lors de la journée du 8 mars 2023. Donc voilà, ça fait en fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur ces archives du sport et qu'on en collecte. Et donc, je vais laisser la parole à Claire-Vie pour qu'elle explique plus en détail à la fois la manière dont on a travaillé et puis le type d'archives qu'on a réussi à collecter. Donc, en commençant d'abord auprès des clubs et puis en l'élargissant aux particuliers à partir de septembre 2022. Et voilà donc la liste des clubs et des archives sportives qu'on a pu récupérer donc, depuis cette date. Voilà. Donc Claire-Vie peut-être peut rapidement présenter le résultat, puis voilà, si vous avez une question, on répondra. Donc on a travaillé en collaboration avec le service sport et vie associative du département qui a pu nous fournir une liste de clubs à potentiellement contacter. Et cette liste, elle s'est enrichie grâce en fait à des rencontres qu'on a pu lier lors d'événements liés au sport ou également grâce à des contacts obtenus de par des collègues ou bien des élus qui connaissaient du monde dans des clubs et qui leur ont proposé de participer, enfin, qui l'ont évoqué avec eux. Cette liste, elle s'est aussi enrichie grâce à une veille documentaire. On a l'exemple concret d'un club qui a fêté son centenaire en 2021
et qui a, pour le célébrer, organisé une exposition dans ses locaux. Et des articles sont parus dans la presse. Et donc, grâce à ces articles à la veille documentaire, on a pu avoir connaissance de ce club et le contacter. Il a accepté de participer à la collecte. Donc, pour sélectionner les différents clubs dans la liste qui nous a été fournie, parce qu'on n'a pas sélectionné l'intégralité des clubs que le service sport nous avait proposé, parce que ça aurait fait vraiment trop de choses. Donc, on a porté une attention particulière à la diversité des sports, à la couverture géographique du territoire pour que le maximum du Calvados en fait, puisse être représenté. Et aussi une attention portée sur l'histoire des clubs, c'est-à-dire qu'on s'est concentré sur les clubs qui avaient au moins quelques décennies d'existence. Donc, on a rédigé un argumentaire de collecte. Vous pouvez voir ici un extrait de cet argumentaire que l'on a envoyé au club pour leur présenter un petit peu notre démarche, pour leur présenter la collecte. Donc, on a présenté dans un premier paragraphe les archives départementales du Calvados, puis dans un second paragraphe, l'intérêt des archives du sport, ce qui a déjà été évoqué dans les précédentes interventions. Donc voilà, le fait que c'était un champ de recherche qui prend de l'importance, mais pour lesquels il manque des sources. Ensuite, on a essayé de mettre en avant les différents intérêts que pouvaient avoir les clubs à confier leurs archives à des institutions d'archives publiques. Donc déjà pour la conservation matérielle des documents, parce que c'est vrai que les clubs, eh bien, ils n'ont pas forcément ni la place, ni les capacités financières, ni les connaissances en fait pour conserver correctement leurs archives. Ça permet également d'éviter les vols, les pertes, les destructions. Et là, on a l'exemple d'un club qui a participé à la collecte avec quelques documents vraiment très intéressants, mais qui en fait a perdu l'essentiel de ses archives, a priori lors d'une passation de présidence un petit peu compliquée. Donc à ce moment-là, les archives ont disparu. Donc ça permet également d'éviter ce genre de problème. Et ça donne également une certaine visibilité pour les clubs. Par exemple, pour l'exposition, on a bien veillé à ce que chaque club soit représenté dans les documents que l'on a exposés. Donc, pour terminer un petit peu sur l'argumentaire, on a également listé de manière assez large les types de documents recherchés, puis les contacts, nos contacts en fait, pour pouvoir participer à la collecte. Donc, pour un premier petit bilan au niveau de la collecte auprès des clubs, on a pu collecter les archives de 6 clubs différents avec des sports assez variés et une couverture du territoire aussi assez large. Donc, c'est plutôt une réussite là-dessus. Donc, on a un club de foot, 2 clubs multisports. Je vais montrer les photos. Ouais. Un club d'aviron et un club de motoball. Alors, peut-être que tout le monde aujourd'hui ne connaît pas le motoball. Tout le monde ne connaît peut-être pas le motoball. En fait, c'est du foot à moto. Et donc, c'est une activité qu'on a découvert nous aussi pendant cette collecte. Et la particularité de ce club, eh bien, c'est que c'est le premier club à être apparu en France en 1934 pour le motoball. Ensuite, donc, nous avons élargi la collecte aux particuliers en septembre 2022, ce qui a donné donc 4 entrées supplémentaires pour enrichir nos fonds, avec une dominante des photographies, mais vous pouvez le voir donc avec des disciplines également variées, et dont également un fonds plutôt original et intéressant. C'est le fonds de la Coupe du Monde de marche de Mézidon-Calnon. Alors Mézidon-Calnon, c'est une petite commune du Calvados qui fait à peu près 4800 habitants et qui a donc eh bien, accueilli une compétition internationale en 1997. Donc, pour conclure, on vous a montré quelques photos rapidement qui vous montrent la variété. Alors, il n'y a pas que des photos, il y a aussi des comptes rendus, des PV de réunion, des comptes rendus de séances, c'est extrêmement large. Mais bien sûr, les photos sont toujours très séduisantes. Et avec donc des clubs de type très différents, des clubs récents comme l'ASPTT de Caen, des clubs très anciens comme le Motoball, l'Étoile sportive de Thury-Harcourt ou l'Avant-Garde Cannaise. Donc j'ai présenté l'histoire lors du colloque la semaine dernière à l'INSEP et qui est un club particulièrement intéressant d'un point de vue historique pour lequel on a collecté l'ensemble du fonds remontant donc à 1902. Donc voilà, une
très grande variété, à la fois des territoires, des disciplines, des périodes, des femmes aussi, puisque l'avant-garde caennaise avait une section féminine. Et puis, pour terminer, un petit focus sur l'aspect olympique. Donc, malheureusement, peu d'archives en lien direct avec les JO, mais des clubs qui ont une action tournée vers l'internationalisme, comme l'avant-garde qui, depuis son origine, organise des jumelages avec des gymnastes étrangers et des actions Europé-Gym autour du sport international, la Coupe du monde de marche de Mésidon. Et puis, alors ça, c'est le Yacht Club de Deauville, c'est ça, oui. dont un membre avait participé aux Jeux Olympiques de 48 à Londres, et sur lequel on a une photo de sa participation. Et donc là, notre objectif pour les prochaines semaines et mois, donc la flamme olympique passe dans le Calvados le 30 mai et la flamme paralympique donc le 26 août à Deauville, et le 30 mai sur les plages du débarquement et à Bayeux. Et donc là, notre objectif, c'est de relancer cette collecte autour vraiment du passage de la flamme, puisque la flamme est déjà passée dans le Calvados à Vire lors des Jeux d'hiver de 92, enfin avant les Jeux d'hiver de 92 d'Albertville. Et donc, on a relancé une collecte sur ce sujet-là. Est-ce que vous étiez là? Avez-vous des photos? Et voilà. Pouvez-vous nous parler du passage de la flamme dans le Calvados, donc en décembre 92, je crois. C'était juste avant les Jeux. Voilà, donc on a été très rapide. J'espère qu'on a répondu à la commande. Et puis, s'il y a des questions, on sera heureuse d'y répondre, ainsi que les autres intervenants. En tout cas, merci beaucoup, c'est clair. Et félicitations pour ce travail réalisé dans le Calvados. Et je vais passer la parole à ma collègue Véronique pour qu'on puisse répondre aux questions posées dans le Q&R. Il y a 2 questions pour le moment, mais les participants peuvent poser leurs questions là-bas et que les intervenants pourront répondre. Véro, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet QR. Alors, on a une première question donc de Monsieur Abouche sur les archives de l'Institut national de l'audiovisuel. Voilà, est-ce que vous pouvez, voilà, les uns ou les autres, nous apporter des éléments sur ce sujet, sur les archives audiovisuelles aussi en général, sur le sport? Merci. Alors, peut-être, oui, je vais peut-être prendre la parole. Donc, l'INA est un institut qui a pour mission de collecter, de conserver les archives qui sont produites dans le cadre de la télévision. Ils conservent donc toutes les émissions. Et à ce titre-là, évidemment, ils ont énormément de choses sur le sport et ils ont un site internet qui est extrêmement bien fait, qui permet d'avoir accès à un certain nombre d'éléments qui sont maintenant libres de droit, parce qu'il y a évidemment toutes ces questions de droit à l'image, de droit de propriété intellectuelle, sur lesquels il faut vraiment être extrêmement attentif, notamment quand on collecte, quels que soient les documents collectés. Et donc, ils diffusent sur leur site déjà des choses extrêmement intéressantes. Donc, on peut filtrer, on peut mettre des mots-clés, on peut déjà découvrir des choses intéressantes sur le sport. Et donc, c'est évidemment une ressource extrêmement précieuse sur le sujet. Pour d'autres sources audiovisuelles, en fait, il y a des sources audiovisuelles dans tous les services d'archives, aux archives nationales, sûrement aux archives du Calvados. Alors, peut-être pas forcément sur le sport précisément, mais on trouve après des sources audiovisuelles potentiellement dans tous les services d'archives. Voilà, s'il y a des collègues qui veulent compléter. Merci, oui. On a eu une présentation au colloque précisément dont parlait Cécile sur l'acquisition des droits, parce qu'en fait les droits de diffusion des Jeux Olympiques sont détenus par le CIO, et c'est le CIO qui les vend. Je répète ce qu'il nous a appris à ce
à cette occasion, hein, les vents par pays à un diffuseur. Et donc, il nous expliquait à quel point d'ailleurs tout était très cadenassé et que par exemple pour des chaînes internationales comme TV5 Monde, qui est la chaîne publique de diffusion internationale, enfin du service public français, TV5 Monde par exemple ne pouvait pas même dans son journal diffuser des images, des retransmissions des épreuves des Jeux Olympiques dans d'autres pays que la France parce que dans ces autres pays, c'était d'autres diffuseurs qui avaient les droits de diffusion. Enfin, pour dire que alors, l'INA fait le dépôt légal, effectivement, comme l'a dit Brigitte, donc il y aura forcément des images à l'INA, mais que les droits de diffusion vont être très, comment dire, très encadrés par le CIO, parce qu'il y a évidemment des enjeux économiques derrière qui sont très importants. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette question? On a une autre question donc d'Adama Pam. Qu'en est-il du droit d'utilisation du copyright des archives des Jeux Olympiques? Bon. Cécile, je ne sais pas si tu veux répondre. Bah, c'est Cécile, Fabrice a répondu en grande partie en disant que le CIO est très attentif à l'utilisation de la marque olympique, qui est vraiment une marque, comme une marque de vêtements, par exemple. Et donc, on ne peut pas utiliser cette marque sans autorisation, même s'il s'agit, comme souvent pour les services d'archives, qui sont les services culturels, dans un cadre non commercial. Et donc, c'est assez contraignant. Et il y a un certain nombre de mots aussi. Alors, il y a non seulement les anneaux olympiques, mais aussi les mots Jeux olympiques, olympiens, qui ne peuvent être utilisés sans autorisation du CIO. Donc, c'est extrêmement contraignant, avec la difficulté en plus qu'il est difficile d'avoir des réponses quand on pose des questions et qu'on présente son dossier. Les réponses tardent à venir, donc ça peut être ennuyeux quand on prépare une exposition ou un événement, parce que on ne sait pas si on pourra utiliser tel ou tel document. Peut-être pour Je ne compléter, sais pas si j'ai au-delà de répondu la à la question, question. Cécile, oui. pardon, au-delà de la question stricte de la valorisation sur les archives elles-mêmes, une fois collectées, effectivement, la question du droit qui s'applique peut se poser. Cyprien et Chloé l'ont dit à plusieurs reprises. La collecte qui est en cours de mise en œuvre considère les archives produites par le comité d'organisation comme par la Solido, comme des archives publiques, donc auxquelles le Code du patrimoine s'applique. En termes de droit d'accès, de communicabilité, etc. Ensuite, effectivement, il faut arriver à articuler cela avec la vision que le CIO a de ces archives et de l'utilisation possible de ces archives et des délais pendant lesquels l'ouverture même des archives n'est pas envisageable. Merci, entendu. Je ne sais pas, voilà, si vous souhaitez ajouter des éléments, des réflexions sur ce sujet, ou si on passe à la troisième question. Alors, on a une question de Fatkama Sangis. Avez-vous un plan de collaboration avec les autres professionnels du monde dans le cadre du présent programme autour des Jeux Olympiques de Paris 2024? Alors, je veux bien répondre pour commencer, je laisserai mes collègues compléter. J'avoue que j'aimerais beaucoup constituer un groupe de travail, alors au sein de la section de l'ICA, pourquoi pas, hein. En tout cas, autour des archivistes qui ont été concernés par la question des Jeux olympiques et paralympiques. A priori, ça n'existe pas. Il y a des éditions des Jeux olympiques qui font un peu... qui
servent de référence au comité d'organisation des Jeux Olympiques. C'est l'édition de Londres en 2012 qui leur sert beaucoup de support. Donc, on a eu tendance à contacter, à essayer de contacter en tout cas nos collègues archivistes britanniques. Mais ça serait intéressant, je pense, d'avoir quand même un espace de discussion entre archivistes qui ont été concernés par les Jeux Olympiques, surtout si dans les autres pays, le statut et les acteurs sont aussi variés qu'en France, où on voit qu'il n'y a pas une seule personne pour porter ce sujet au titre de toutes les institutions existantes. Je pense que ce serait vraiment intéressant si on pouvait constituer ce type de groupe de travail pour au moins avoir un partage d'expérience, sachant que les éditions des Jeux ont vocation à se renouveler tous les 4 ans. Chaque collègue dans son pays va se reposer les mêmes questions, donc on pourrait aussi prendre le modèle gestion de connaissances entre archivistes finalement. Et puis, pour aller plus loin, il y aurait tout intérêt à porter de manière collective des réflexions sur les typologies à conserver, sur les actions. Donc mes collègues ont cité beaucoup d'exemples pour la France, mais c'est vrai que s'il y avait un inventaire de ce qui a pu être réalisé par les collègues archivistes des autres pays, ça pourrait être très intéressant et ça pourrait être une base de travail commune qu'on lèguerait finalement aussi aux archivistes qui vont nous succéder pour les prochaines éditions. En tout cas, c'était un souhait, donc c'est l'occasion de le formuler. J'en profite. Merci Chloé pour ces remarques. Dans la section archives du sport de l'ICA, la présidente Finasola Gasset a travaillé sur les archives des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Et il y a aussi un autre archiviste, Laurence Ward, qui travaille aux archives de la métropole de Londres et qui avait travaillé également sur les Jeux Olympiques de 2012. Donc, l'idée aussi de se mettre en contact et d'échanger des expériences, des réflexions, des questionnements sur les archives du sport et des Jeux Olympiques, oui, peut se faire aussi dans le cadre de l'ICA. On va reparler avec Finasola Gasset, avec la présidente. Merci. Volontiers. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite intervenir sur cette question? Pour avoir connaissance de fonds qui peuvent être conservés ailleurs dans d'autres pays, on peut passer déjà au niveau européen par APEX, le portail européen des archives, qui peut nous donner déjà des pistes intéressantes. Alors, tout n'y est pas, hein, loin de là, mais on peut avoir déjà quelques éléments par le portail, sachant que France Archives et le relais des services d'archives sur APEX, donc les services d'archives français qui sont partenaires de France Archives ont un relais du coup direct sur APEX et donc sont accessibles sur le portail européen. Oui, je vois que Sylvie Claus a réagi sur le chat, mais c'est vrai que j'avais en tête ce qu'elle nous avait dit lors d'un webinaire justement sur la difficulté d'exploitation du fonds des archives du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'Albertville, mais elle serait beaucoup mieux placée que nous, bien sûr, pour en parler. Mais bon, en tout cas, ça va tout à fait dans le sens de ce que disait Chloé, sur justement une interrogation un peu globale sur c'est quoi ces archives-là, qu'est-ce qu'on fait, enfin, qu'est-ce qu'on conserve, et pourquoi, dans quel but. C'est vrai que ce serait primordial. D'autant qu'en fait, on voit qu'à chaque fois, comme il n'y a pas de réflexion transverse d'un pays à un autre, on voit qu'à chaque fois, c'est une relation bilatérale qui s'installe entre le pays hôte et le CIO, et que de ce fait, il y aurait sans doute de la coordination à faire effectivement avec les équipes d'archivistes dans les pays hôtes pour précisément un peu avoir une position homogène, ou disons une politique homogène de ce qui doit après revenir dans le pays hôte, dans les archives du pays hôte. Et effectivement, ce serait intéressant de l'envisager, là encore, sur tous les maillons de la chaîne, aussi bien en termes de collecte, pour tous les aspects qu'ont évoqué Cyprien et Chloé, pour les aspects de traitement,
comme je pense les AD de la Savoie l'envisagent, et pour les aspects de valorisation, parce que la question sur laquelle on est revenu plusieurs fois du cadre particulier d'utilisation de la marque olympique et du coup du cadre particulier de valorisation possible des documents olympiques, là encore, c'est une question qui, j'imagine, se pose à chaque fois qu'une édition a lieu dans un pays et que les services d'archives du pays se mobilisent pour valoriser les éditions antérieures. Et là aussi, des échanges seraient sûrement bienvenus. Ce serait une belle façon de clôturer ce webinaire, en tout cas de se dire qu'il y a vocation à réunir les archivistes concernés sur le sujet et de nourrir des travaux communs de nos différentes expériences. Je pense que c'est une belle façon de terminer ensemble, en tout cas. Oui, tout à fait. On a dans la discussion aussi un message de Maria Soucio-Colomer qui fait partie également de la section archives du sport de l'ICA, qui nous précise que Tim Harris, en fait, donc membre de l'ICA, était archiviste à Londres pendant les Jeux Olympiques. Donc voilà, je peux aussi, je pense, apporter son expérience, ses réflexions sur ce sujet. Je regarde. Il y a d'autres choses. Voilà. Notre collègue Maria Soucio-Colomer indique dans la discussion qu'il y a eu 2 présentations au séminaire international des archives du sport, donc organisé par la section des archives du sport de l'ICA en 2018, à propos des Jeux Olympiques de Londres et à propos des Jeux Olympiques de Barcelone. Et voilà, il y a le lien est indiqué dans la discussion. Parler de ces échanges internationaux qui peuvent intéresser de nombreux archivistes. Pour terminer, je vois que notre collègue Géraldine Hetzel de la Haute-Marne, vous souhaitez partager aussi une expérience sur les archives du sport que je vous lis. Qui nous fait part voilà, de cette réflexion. La collecte des archives du sport a permis une certaine visibilité aussi des archives départementales de la Haute-Marne au plan régional, avec un article dans la presse locale qui a suscité la venue d'une équipe de télévision de France 3 Grand Est, avec ainsi des prises de contact, en fait, avec une interview aussi d'un ancien champion de handisport, Vincent Mignon, qui était médaillé olympique, et puis une interview d'un président du volley club de Chaumont également. Donc la Haute-Marne est également terre de jeu et le lieu de passage de la flamme olympique. Bon, le temps qui nous était imparti est presque fini et ça risque de couper. Et je vais en profiter pour remercier tous les intervenants et tous les participants à cette table ronde. Et nous espérons que c'est une première et que peut-être d'autres, on va faire d'autres dans le futur. Et je voudrais remercier l'ICA pour la plateforme et la logistique, remercier Finasora, notre présidente, qui mène un travail remarquable dans le cadre des archives de sport. Donc, remerciements à tous les participants et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci Au à vous. revoir, merci beaucoup. Merci. À tous. Merci à tous. Merci À Véronique. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.